Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Merci d'être là. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Nous vivons un moment d'accélération sur la scène internationale et européenne avec une situation en Ukraine de plus en plus incontrôlable, mais aussi en France avec de nombreuses questions bien sûr sur la situation sociale, économique, sécuritaire, l'école aussi. Notre pays, confronté à de nombreux défis, cherche encore la parade. Alors y a-t-il des raisons d'espérer un sursaut salutaire malgré votre diagnostic du grand endoctrinement ou bien la situation est-elle selon vous irrécupérable? Pour vous interroger sur tous ces sujets, mes camarades, Nicolas Barré des Échos, bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté, bonjour Mathieu. Bonjour. Éric Zemmour, la situation en Ukraine reste instable et inquiétante. L'explosion sur le pont de Crimée a ajouté à cette angoisse d'escalade. Certains jugent que le monde n'a jamais été aussi près d'un conflit nucléaire depuis la fameuse crise des missiles de 62. Joe Biden parle même, alors c'est un risque, d'apocalypse nucléaire. Est-ce que c'est aussi votre avis, votre analyse? C'est très difficile de répondre à cette question. On espère tous que non, évidemment. On peut penser que les responsables russes et américains, d'ailleurs, ont l'habitude de gérer les problèmes nucléaires. Et que on sait bien que ça doit rester dans l'ordre de la dissuasion. Bon, maintenant, c'est vrai que la logique de guerre que nous a apprise Clausewitz il y a longtemps, c'est la montée aux extrêmes. Donc on est entre cette montée aux extrêmes traditionnelle. On voit bien là qu'il y a encore une étape supplémentaire avec le pont de Crimée qui a été attaqué. Et en même temps, le plafond nucléaire, on sait qu'on ne doit pas aller jusque-là. Donc, comment on fait entre les deux? Est-ce que les Russes vont finir par utiliser du nucléaire dit tactique? On n'en sait rien, tout ça, en fait. Vous savez, je pense que là, la situation est grave parce que il y a eu un mauvais diagnostic. Alors, j'ai dit longtemps pendant la campagne et après pourquoi je pensais que on avait eu tort de ne pas donner les assurances à Poutine que l'Ukraine ne rentrerait jamais dans l'OTAN. Mais cette histoire est révolue, elle est passée. Aujourd'hui, on voit bien toutes les erreurs stratégiques et tactiques qu'a commises Vladimir Poutine. Et il a d'abord sous-estimé l'armée ukrainienne, même le sentiment patriotique ukrainien, qui s'est, on voit bien, forgé dans cette guerre. Comme souvent dans les guerres d'ailleurs, on se souvient de l'Allemagne face à Napoléon, on se souvient même des Palestiniens face aux Israéliens. Il y a un sentiment national qui se crée dans les guerres. Et là, on voit bien qu'il y a un sentiment national ukrainien qui s'est forgé dans les guerres. Et par ailleurs, Poutine a surestimé sans doute la force de son armée et même il a sous-estimé la résistance des Européens. Il n'a pas compris que les dirigeants européens étaient beaucoup plus soumis à leurs opinions, paradoxalement, qu'à leurs intérêts. Il a perdu le contact avec le réel, en quelque sorte? Vous savez, est-ce qu'on a perdu le contact avec le réel? Je n'en sais rien. En tout cas, il a fait des mauvaises analyses. Voilà, vous savez, le réel, après, on voit au fur et à mesure. S'il avait gagné en 3 jours, on aurait dit il avait tout compris, etc. Mais l'envers de la montée aux extrêmes, c'est la recherche potentielle de la paix. Or, certains diront qu'en ce moment, il n'y a pas de paix possible s'il n'y a pas de changement de régime. Partagez-vous cette analyse? Je pense que cette analyse est conduite, alors là, vraiment à l'apocalypse. C'est d'ailleurs étonnant parce qu'on voit des gens qui sont plus anti-poutiniens qu'ils ne furent anti-communistes. C'est-à-dire que jamais, au temps de l'affrontement dans la guerre froide, évidemment, les gens n'ont demandé, même les plus anticommunistes qui soient, ont demandé le changement de régime communiste. Il leur est venu par miracle, si j'ose dire. C'est les Russes et les Soviétiques qui ont aboli ce régime. Ce ne sont pas les Occidentaux qui l'ont demandé, qui l'ont obtenu. Et là, on dit, si on peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas changement de régime. Évidemment que c'est pas du tout dans la tradition française. La tradition française ne connaît pas les régimes, elle connaît les États. Donc d'ailleurs, Emmanuel Macron le fait. D'ailleurs, Emmanuel Macron le fait. Vous avez vu, il est dans cette logique française. Il garde le contact avec Poutine, même s'il se fait remonter les bretelles par les pays de l'Est et par les Américains. Il le fait. Le problème, c'est qu'il ne va pas plus loin que ça. Mais il le fait parce qu'il est dans cette logique. Il y a évidemment, ça serait une folie que d'exiger le changement de régime pour obtenir la paix. Si on ne peut pas l'exiger, il faut l'obtenir, ce changement de régime. Que reste-t-il? Est-ce que les Occidentaux doivent pousser l'Ukraine à accepter le sacrifice des territoires de l'Est que la Russie vient d'annexer? Vous savez, dans cette histoire, c'est la guerre qui va décider. D'ailleurs, c'est toujours comme ça dans l'histoire.
c'est la guerre qui tranche. Est-ce que l'armée russe j'ai vu qu'elle avait changé de commandant en chef, etc. Bon, est-ce qu'ils vont réussir à reprendre l'offensive et à repousser les assauts de l'armée ukrainienne, ou au contraire, est-ce que l'armée ukrainienne va continuer à l'emporter et d'ailleurs, ça pourrait régler... Pardon ? Ça dépend aussi des livraisons d'armes, de l'aide américaine. Oui, mais de toute façon, vous avez vu que l'aide américaine est colossale. L'aide américaine est colossale. Vous avez un doute sur l'issue de la guerre ou... Non, je n'ai pas. Je vous dis non. C'est ça qui va trancher, c'est ça qui va choisir. On ne peut pas choisir à la place de la guerre, si j'ose dire. C'est pas nous qui allons décider. D'ailleurs, la défaite de la Russie, la défaite totale de la Russie, qui rappellerait la catastrophe pour les Russes de la défaite face aux Japonais en 1905, qui avait fini au long cours par entraîner la chute du tsar. Donc vous voyez, c'est lié, la défaite militaire et la chute du régime. Qui va s'écrire. Exactement. Vous avez déjà confessé avant l'invasion une certaine sympathie pour la critique que Poutine faisait de l'Occident. En tous les cas, vous avez un discours parfois très dur sur l'Occident. Poutine a cette rhétorique d'un Occident affaibli, décadent. C'est peut-être justement pour revigorer les sentiments nationaux. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette charge ? J'ai vu son discours, son long discours. J'ai trouvé ça intéressant comme observateur français, parce qu'après tout, nous, on est français, on regarde ça de l'extérieur, parce qu'il a fait pour nous un discours à la fois de gauche et de droite. C'est-à-dire qu'il a tenu un discours anticolonialiste. On pourrait dire que c'est plutôt un discours de gauche sur la tradition, si j'ose dire, colonialiste occidentale, en oubliant d'ailleurs que lui-même et les Russes avaient une très grande tradition coloniale, et pour cause. Et par ailleurs, il a fait une critique qu'il a effectivement, et la mienne, vous avez tout à fait raison, il y a pas de... c'est la critique de la décadence occidentale par l'islamisation, par le woke surtout. Par le développement de cette idéologie woke, de cette religion woke, qui privilégie toujours les minorités sur la majorité, qui privilégie toujours un discours anti-homme blanc hétérosexuel, qui manifestement affaiblit l'intelligence occidentale, parce que cette religion woke a d'abord pris dans les universités et est en train ça veut dire qu'il a touché là où ça fait mal ? Exactement. Là-dessus, il a touché tout à fait. Si vous voulez, son discours était à deux destinations, vous avez bien compris. Aux pays africains et aux pays anciennement colonisés, il dit regardez l'Occident, c'est toujours des colonisateurs, des méchants colonisateurs. Et d'ailleurs, on le voit en Afrique, comment il est en train vraiment de donner des coups de boutoir à la présence française. Donc ça marche en fait, ce discours. Ah oui, vous voyez, ça marche. Le discours anti-français marche, le discours anti-occidentaliste marche. Tout à fait, vous avez vu en Afrique, encore en Burkina Faso, où ils vont encore chasser l'armée française. Mais il y a un avant et un après l'invasion pour ce discours. C'est-à-dire, si avant l'invasion, certains en Occident pouvaient être séduits par ce discours, aujourd'hui, c'est une volonté de sa part d'exciter les opinions, de les manipuler. Je vais vous dire... vous avez peut-être raison, mais je pense qu'il a échoué là-dessus. Les opinions occidentales sont pro-ukrainiennes. Elles sont anti-russes, manifestement. Qu'on dise qu'elles sont manipulées ou pas manipulées, peu importe. En tout cas, il a échoué. En revanche, je pense qu'il vise les opinions africaines, les opinions indiennes, les opinions non alignées. Et d'ailleurs, ça marche, ça, pas trop mal. Bon. Et en revanche, son discours woke, anti-woke, là s'adresse effectivement à une partie des opinions occidentales. Mais nous étions convaincus avant, on n'avait pas besoin de ce discours de Poutine pour dénoncer l'idéologie woke, ce que j'ai encore fait dans ma tribune récente dans Le Figaro.